Salut à tous, bienvenue au quartier général d'APT 42. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine et que vous êtes d'attaque pour une petite session de hacking. Personnellement, j'ai survécu une nouvelle fois au week-end de désintégration de 42, donc j'en suis assez fier. C'est une dure semaine, mais tout va bien dans le meilleur des mondes. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, bah, je m'appelle Mathieu, je suis étudiant à l'école 42 et j'anime cette série pour APT 42, l'association de cybersécurité de 42 Paris. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre série Road to OSCP et aujourd'hui on va s'attaquer à une box Windows qui s'appelle Active. C'est une box qui est classée facile et dans laquelle nous verrons quelques notions autour de l'AD, de l'Active Directory. Pour ceux qui auraient loupé les épisodes précédents, ils sont disponibles sur la chaîne YouTube APT42. Si bien sûr si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, éventuellement à mettre un petit pouce bleu. Pareil sur Twitch, si vous vous abonnez, vous serez au courant comme ça dès que je suis en live. Ça permet de pas oublier une petite session. Pour ceux qui l'auraient pas encore vu sur l'intranet, alors j'en ai déjà parlé la semaine dernière, mais sur l'intranet de 42, il y a l'association qui organise en fait un CTF d'OSINT. C'est un CTF qui aura lieu le week-end du 29 mai prochain. Donc week-end prochain. Il est toujours temps de s'inscrire. Pour ceux qui ne connaissent pas, bah, CTF, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Capture the Flag. Donc il s'agit de trouver donc un flag quelque part, donc souvent un petit code qui est disséminé quelque part et qui va pouvoir vous permettre de répondre à un challenge. Et OSINT, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, en fait, c'est de Open Source Intelligence. Donc en fait, c'est comment fouiller la donnée ouverte sur le web. Donc par exemple, vous serez amené pendant ce type de CTF OSINT à exploiter en fait des données de réseaux sociaux pour acquérir des informations sur des cibles. C'est sous forme d'une grande enquête. Vous pouvez voir ça un petit peu comme une sorte d'escape game, si vous connaissez un peu le truc. Donc voilà, on vous a préparé une belle petite enquête autour de l'OSINT et vous avez tous les éléments en fait normalement, que ce soit sur le Discord de 42, sur le Slack et dans l'intranet de 42 pour pouvoir vous inscrire. En plus c'est un CTF OSINT que vous allez pouvoir faire donc en équipe. Je crois que c'est en équipe de 5 et il dure 3 jours. Donc on va le prolonger un petit peu sur le lundi, je crois. Donc n'hésitez pas, c'est tout niveau, hein, il y a pas mal d'épreuves débutantes. Donc c'est l'occasion, hein, de mettre un peu les mains dans le cambouis, de tester et de voir si ça vous plaît. Voilà, donc je sais que mes collègues prennent encore, et c'est tout niveau, ouais, tout à fait, c'est tout niveau. Donc n'hésitez pas, hein, c'est vraiment c'est l'occasion de tester en fait, de voir s'il y a des choses qui nous plaisent. Puis très franchement, l'OSINT c'est un truc qui est ultra ludique. Vous allez exploiter par exemple des photos pour trouver des informations ou pour géolocaliser votre cible, etc. Donc il y a un petit côté sympa là-dedans. C'est pas que du code, etc. On est vraiment dans l'enquête avec des énigmes, etc. Donc voilà, n'hésitez pas. Il y a toutes les informations sur l'intranet de 42 et le CTF, donc c'est le 29 mai prochain. C'est ce week-end et je crois que ce sera prolongé sur le lundi. Donc vous pouvez, même si vous n'êtes pas disponible tout le week-end, vous pouvez en faire une petite partie ou si vous êtes disponible lundi, éventuellement le faire lundi. Voilà, bah, comme d'habitude, si vous avez la moindre question pendant le stream, bah, n'hésitez pas à le mettre sur le chat, hein, j'essaie de regarder très régulièrement. Et puis bah, je vous propose qu'on commence sur la box tout de suite. Je vais me mettre sur ma session Kali, comme d'habitude. Ok, j'ai préparé un petit directory pour Active. Comme d'habitude, un cherry tree pour mettre quelques notes. Je vais simplement vérifier que j'ai bien une IP. Est-ce que Xbox m'a donné une IP? Alors attendez, pas encore, il va falloir que je me log rapidement. Tac.
Alors cette box, elle est classée en easy, mais il y a un truc que je comprends pas là-dedans, c'est que elle a le bandeau orange des médiums. Euh, Après, au niveau de la difficulté, elle est vraiment vraiment easy, donc bon, je sais pas. Alors peut-être qu'à l'époque, quand elle est sortie, elle était en médium, puis ils l'ont passée en easy parce que vraiment, justement, elle était facile. Je sais pas ce que c'est le truc. Ah, ok, c'est bon, j'ai mon IP. Donc il y a le petit bandeau, ouais, je sais pas pourquoi. Ok, alors je mets l'adresse IP ici et on va lancer notre scan comme d'habitude, hein. Donc moi c'est le petit script que j'ai fait avec donc quatre scans différents, hein. Un scan très basique, très rapide pour avoir une idée des ports qui sont ouverts. Euh, puis euh, puis on va faire un scan de tous les ports, un petit peu plus long puisqu'on scannera tous les ports, on essaiera en fait de détecter les différents services. Vous voyez, le premier scan est extrêmement rapide. Donc là sur le premier scan déjà, on peut voir qu'il il y a déjà pas mal de ports qui sont ouverts. Des ports qu'on connaît déjà et qu'on a déjà vu, typiquement le port 53, hein, qui est souvent le port pour tout ce qui est DNS. 88 en Kerberos, hein, donc au niveau de ça, on est sur de la sécurité Windows, Active Directory. Microsoft RPC, NetBIOS, donc ça va être les ports Samba en 139 et 445. On a un LDAP en 389. LDAP, c'est, vous pouvez voir ça un petit peu comme une sorte d'annuaire sur un réseau Windows. Et ensuite un certain nombre de ports en fait qui sont pour l'instant inconnus. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se noter tout ça dans notre cherry tree ici. Je vais aussi checker ici si j'ai des informations différentes ou pas. Non, on a tout pareil, hein. On a tout pareil. Ok. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'en attendant que le full scan se termine, on va déjà à la mano en fait prendre chaque port un par un. Là pour le moment en fait on n'a pas nos versions de service, donc peut-être qu'on pourra les découvrir au fur et à mesure en attendant que le full port se termine, on va essayer de découvrir les services à la mano. Ok, donc ce que je fais souvent, hein, vous savez, moi je vais sur Actrix et je regarde un petit peu, euh, je tape le numéro de port pour voir un petit peu comment on va pouvoir se pentest tout ça. Donc là le premier, comme je vous le disais, c'est le port 53, donc c'est tout ce qui se rapporte au DNS en règle générale. Donc là il nous dit que a priori ici on pourrait choper en fait là, donc ça c'est du banner grabbing, ça c'est des trucs qu'on peut faire avec Netcat par exemple aussi, mais là on a l'outil Dig qui va nous servir à le faire sur DNS, et donc en fait tout simplement ça va certainement nous servir à choper, la version en fait du service DNS qui est sur la bécane. Alors tac tac, on met notre IP. Effectivement, vous voyez là, on a bien l'information, donc on serait sur du Microsoft DNS 6.1 7601. Donc ça, typiquement, c'est quelque chose qu'on va se noter quelque part et puis qu'on va aller chercher par exemple dans Searchploit, etc. pour voir si on arrive à trouver des vulnérabilités. Je vois que là notre scan il s'est terminé. Alors là, c'est les petits ajouts que j'ai mis dans mon script l'autre fois, j'ai l'impression que ça merde un peu. Il va falloir que je fasse des modifications. Ok, donc a priori, quelques ports en plus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais effacer ce qu'il y avait avant au niveau d'Nmap là. Ouais, ou je vais juste le garder et puis ajouter ça. Donc là, on a bien nos versions. Sur le port 53, vous voyez, hein, c'est exactement ce qu'on a vu à la mano. Microsoft DNS 6.1.76. Rien de particulier. Ensuite, 88, on était bien sur un Kerberos.
Pas d'informations supplémentaires, RPC aussi. Donc RPC, on en a un certain nombre, hein. Ici, enfin on en a pas mal. 139 en NetBIOS et 445, donc là on va être sur du SMB. 464 KeePassword 5, en fait ça, celui-ci il va de pair avec Kerberos. En fait, quand vous faites des changements de mot de passe, etc. par Kerberos, en fait ça passe par ce port là. Là je vous le dis parce que je le sais, mais en fait là tout simplement vous prenez tac et puis vous le cherchez ici quoi, tranquillement. Google il va tout vous dire, et là il va vous dire tout ce que vous voulez savoir. Par exemple là, tac, Open Slack, Stack Exchange, je sais pas quoi. Vous voyez, il vous le dit là, Kerberos Password Change. Ok. Donc on sait que c'est le port 88 et le port 464, il concerne Kerberos. Donc là on a du RPC par HTTP, le LDAP qu'on avait vu. Ok. Donc moi ce que j'ai fait, parce qu'il y a quand même un certain nombre de ports ici. Ce que j'ai fait, c'est que à côté, je vous ai préparé une petite liste et je les ai mises, j'ai mis chaque port les uns avec les autres. Donc c'est plutôt celui-ci qu'on va se garder. C'est celui que j'ai préparé. C'est juste pour pas qu'on ait à faire le tri tous ensemble, comme ça sert à rien, ce sera une perte de temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter ici un onglet Services. Ok. Après, le copier-coller est bien dégueulasse, mais le copier-coller est bien dégueulasse, mais bon, on a les informations. Donc 53 DNS, comme je vous ai dit, alors j'ai couplé les ports, donc là les deux ports Kerberos. Ici on a tout ce qui concerne le RPC, NetBIOS, non pas NetBIOS, tout ce qui est RPC. Donc port 135 et 593, et puis ensuite tous ces ports là. Ensuite ici on a tout ce qui se rapporte à SMB, hein, NetBIOS et SMB, port 139 et 445. Et ensuite tout ce qui se rapporte au LDAP. Et enfin, on termine avec ces ports-là qui concernent du... alors, ça, je sais pas trop ce que c'est .NET Message. Donc, je suppose que ça doit correspondre à ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y avait un truc, genre un service HTTP qui tournait sur un des ports. Bah là-dessus. Voilà, par exemple. Donc, ces deux-là, ils doivent fonctionner ensemble aussi, je pense. Les deux derniers. Ok. Et donc comme ça, on va... maintenant qu'on a une vision, enfin je trouve que la vision elle est un chouille plus clair des différents services. Une fois que c'est groupé et qu'on a les services en face, on va les prendre un par un et puis on va les tester. On va regarder bien sûr le scan de vulnérabilité. Alors je vous disais ici là ils ont fait, ça a fait un peu de la crotte. C'est parce que le script, les modifs que j'ai fait dans mon script l'autre fois pour faire des recherches directement sur Searchploit, a priori il y a un truc que je dois pas faire correctement, et donc il m'a ressorti des résultats qui sont vraiment pourris. Donc tout ça on va le zapper et puis on va le faire plutôt à la mano, parce que là ça sert à rien d'avoir des grands pavés qui nous servent à rien. On va le faire à la main. Ici c'est pareil, il nous a fait un peu n'importe quoi, donc on va faire tout ça à la main. Au niveau des vulnérabilités, rien d'intéressant jusque là pour 53, 88, non. On n'a rien au niveau du script, sur le LDAP non plus. Un petit truc intéressant, c'est qu'éventuellement, enfin a priori on serait sur un Windows Server 2008 en R2 SP1, donc ça on va se le noter. Parce que si éventuellement à un moment donné on a besoin de faire pop un reverse shell, d'injecter une payload, etc., c'est le type d'information qui est vraiment intéressante. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se le noter là en plus. Ici on voit que Nmap il a commencé en fait à essayer de tester le SMB.
mais il a commencé à tester le SMB, mais a priori c'est pas, il a pas réussi. Donc je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui l'a bloqué? On va tester ça. Et là on a donc le scan UDP qui est en route. Bonsoir Super Gunther. Bonsoir à tous. Hein. J'ai pas dit tous vos pseudos tout à l'heure, mais salut à tous. Merci d'être là tous les mercredis, c'est très cool. On vient de commencer la box, on est en train de déblayer un petit peu tout ce qu'il peut y avoir comme port ouvert et comme service. Voilà, donc on a filtré un petit peu tout ça. Donc là clairement, en fait, on n'a pas vraiment de... À part ça, on n'a pas vraiment de version de service. Ce qui fait que là, typiquement, si je veux... vous voyez, genre, ça n'a pas de sens de tester dans Searchploit juste genre Kerberos. Parce qu'en vrai, je pense que ça va pas nous donner grand chose. On va le faire, hein, mais Searchploit, Kerberos. On a 2-3 trucs, mais en fait, vu que nous on n'a pas de version, là, ça sert à rien du tout. Donc là, on a du pass de ticket, etc. Mais ça, c'est des trucs généralistes. Donc, verrez, on s'en occupera tout à l'heure. Mais là, on n'a pas de version de service. Alors, il y a simplement la seule version de service finalement qu'on a, c'est ici. C'est sur Microsoft DNS. Donc, celui-ci, par contre, on va le chercher. Et on est sur une version 6, 6 et quelques, hein, je crois, hein, si je raconte pas de bêtises. C'est ça, 6.1. Ok. Donc a priori, rien. Ici, ça, on va se le noter quand même. On va se le noter quelque part. Qu'on a quand même checké rapidement si on avait quelque chose là-dessus. Voilà. On va se le noter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout faire à la main. Après. Parce que de toute façon, il va nous falloir en fait si on veut faire quelque chose dans un là, il va falloir tester chaque port un par un jusqu'à ce qu'on trouve sur quelque chose des informations supplémentaires, soit une version de service intéressante, soit une mise configuration, soit enfin voilà, il va falloir qu'on trouve quelque chose et donc là le seul moyen, vu qu'il n'y a rien qui pop tout de suite, c'est de tout faire à la mano. Ok, l'UDP on le laisse, on va se mettre nous dans notre fichier, dans notre dossier là. Ok. Donc on commence par le DNS. Le premier truc qu'on a fait tout à l'heure, c'est donc de choper des informations basiques. Hein. Donc la version de service, c'est ce qu'on a fait avec l'outil Dig. Ce qu'on peut faire aussi, c'est tenter des zones transfert. Donc ça, on va tester. En fait, le zone transfert, c'est on utilise en fait un protocole qui permet sous DNS de faire du transfert de base de données et ce genre de choses au niveau DNS. Et en fait, on va essayer de s'en servir pour trouver des informations. Et donc là, on ne trouve pas d'informations supplémentaires avec ça. Alors sinon, il y a un truc. Alors attendez. Bah là, il est sous nos yeux. Vous voyez là l'information qu'on a ici là. Ça peut être une information qui est importante. Je suis passé dessus tout à l'heure sans en parler, mais là, il nous dit le domaine. Le domaine, c'est active.htb. Donc là, par exemple, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le rajouter, nous, à notre liste de hosts. Donc, sudo vim /tc/hosts. Ouais. Et on va mettre, je l'ai là, active.htb, mais c'est quand j'ai fait mes tests avec une autre IP. Donc là, on va lui filer l'IP qu'on a nous ce soir. Elle est où? Elle est là. Voilà. Donc en gros, maintenant, quand il va faire, quand sur ma bécane, on va faire la résolution de l'adresse IP,
Enfin, dans un sens ou dans un autre. Si je mets l'adresse IP, en fait, je peux tomber sur active.htb. Et si je parle de active.htb, en fait, c'est cette adresse IP là. Ok, donc ça c'est enregistré sur ma bécane, nickel. Et donc, autre chose qu'on peut faire là avec Dig, en fait, c'est cette commande de zone transfert plus préciser le domaine. Donc là, on l'a, c'est active.htb. Et là, on n'a rien d'intéressant. Transfert fail. Ok. On continue. Donc le zone transfert n'a rien donné. D'un point de vue DNS, pour le moment, rien qui saute aux yeux. Rien de particulier. Ce qu'on va faire, c'est que... non, je vais pas le noter. Je me disais, je vais le noter. Moi, je le note dans mes reports, mais là, on va pas le noter maintenant. On va noter que ce qui est vraiment très important. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme service? Donc, on a vu qu'on avait ce fameux service Kerberos. D'ailleurs, pour ceux qui ont fait leur piscine il y a un petit moment, leur piscine de 42, vous devez vous souvenir des tickets Kerberos. Bah, c'est justement, c'est exactement ça qu'on va tester aujourd'hui. Donc là, quel moyen est-ce qu'on a de tester ça? Donc on va regarder un petit peu sur Actrix s'ils ont quelque chose sur le port 88. Kerberos. Voilà, pentesting Kerberos. Qu'est-ce qu'il va nous dire lui? Ok, si tu vas en trouver par Shodan, a priori il y a une vulnérabilité. Ok. Là, rien qui saute aux yeux comme ça. Je vais juste ouvrir les liens vite fait, tac, 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 et puis ça va nous donner une idée ouais, Kinit, ouais, c'est ça, Kinit, vous virez de l'examen. Ouais. Mais je crois qu'il y a plus maintenant. Moi, j'étais stressé à mort pendant ma piscine, genre. Est-ce que j'ai bien la bonne info et tout, et puis en fait je crois qu'ils l'ont viré en fait. Bon, ici rien de... Ah ok, donc si là il nous dit... Bon, a priori on teste pas Kerberos à proprement parler, on va plutôt tester les services qui sont autour. De ce que je vois, on a du Helium for Linux, SMB. Donc là, ce qu'on teste généralement, c'est du SMB. Hein. Donc bah, c'est ce qu'on va essayer de faire. Ok, donc là, c'est à peu près ça qu'il nous dit. Ok. On peut utiliser la suite InPacket. Donc super intéressant. Du Kerberos. Vous verrez ce que c'est tout à l'heure éventuellement. WinRM, on n'en a pas. Le port est pas ouvert. Hash, passe de hash. Ok. Donc là, on a plein d'informations a priori sur l'Active Directory. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se le... Il y a Active Directory méthodologie. Donc on va se le garder dans un coin, on ne sait jamais, ça peut servir tout à l'heure. Ça, a priori, c'est un exploit bien particulier. Je pense que là, on va pas s'y attarder pour le moment. On verra tout à l'heure si vraiment on a envie. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Python Kerberos Exploitation Kit. Oui, ok. Ok. Pour l'instant, on n'y touche pas. Ça sert à rien. On n'a pas de raison d'aller là-dedans. Ok. Donc, a priori, quand on teste la sécurité Kerberos, on ne s'attaque pas directement, de ce que j'ai compris pour le moment, on ne s'attaque pas directement à ces ports-là, mais en fait, on va s'attaquer à tous les services qui vont être autour. Donc, on va commencer par nos copains RPC. Le script du day 01 avec Caliste. Ouais, bah, ça peut être un truc comme ça, ouais. ça peut être carrément un truc comme ça, ouais. Ok, donc comment est-ce qu'on teste le port 135? Le port 135. Ok, Microsoft RPC. Ah ouais. Donc, et là, en fait, on a les suites in packet. Ouais, c'est ça. Donc,
En gros, ici, on va. Ce qu'ils nous disent, c'est que pour tester en fait les ports RPC, la plupart du temps, eux utilisent en fait un outil qui s'appelle RPC Dump ou Metasploit. Ça c'est Metasploit. Nous, je vous le rappelle, on essaye d'éviter, enfin, on évite d'utiliser Metasploit, donc on va essayer de se concentrer sur RPC Dump. Ici, je vois qu'il y a une version Windows, nous on est sous Linux, mais là, a priori, il y aurait un script sous Linux. Donc, on va essayer de regarder si nous, on a ça sous notre Kali. Ok, et donc là, en fait, ce qu'on voit dans notre Kali, c'est que RPC Dump fait partie en fait de la suite Impacket. Impacket, c'est une suite qui est ultra connue et qui va nous permettre de tester en fait tout ce qui est environnement Windows, Active Directory, etc. Donc, moi, elle est déjà installée sur mon Kali. Et donc, ce que je peux faire, enfin, comment j'appelle mes outils Impacket, c'est sudo Impacket et ensuite le nom du module. Donc là, c'est RPC. Et donc là, il me dit que lui, il a deux trucs à me proposer. Donc il a RPC dump ou RPC map. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer RPC dump. Et alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir la syntaxe à utiliser. Est-ce qu'il va me la donner là, la syntaxe? Oui, ok. Donc, la syntaxe pour utiliser RPC dump. Donc, a priori, on va essayer de dumper les différents ports. Ce serait l'adresse IP 129.151.84. Puis, alors attendez, parce que là vous voyez rien, je suppose. Ouais, voilà, on va faire ça. Il doit y avoir ma grosse tête dans le coin là. Ensuite, le port, donc 135. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Alors, j'ai pas vu s'il y avait un out. On va le faire passer par un T. Et puis je vais enregistrer le résultat de la commande sous rpcdump.txt par exemple. Ok. Ok, ça a l'air de fonctionner. Donc là, il aurait dump un certain nombre d'informations. Maintenant, comment est-ce que nous, on exploite ce genre de choses? Donc lui, ce qu'il nous dit, c'est que on a en fait dans ce type de dump là des values et des pipes qui sont intéressants à relever en fait. Et de ce qu'on voit en fait à droite, les pipes qui sont intéressants en fait, c'est genre en gros avec ce type de name pipe, de name pipe, on pourrait exécuter des commandes. Donc c'est pour ça que ce serait intéressant. Ou énumérer des users ou ce genre de choses. Ok. Donc ce qu'il faudrait, c'est que nous, on aille grep. Donc je vous rappelle, hein, moi j'ai enregistré tout ça dans 4, RDC, RPC dump. Tout est là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un gros grep des familles là-dessus. Alors je vais passer à droite, ce sera plus, je pense, plus confortable pour voir. Clac. Voilà. RPC dump, donc il est là et on va se faire un grep en fait sur tous les pipes qui peuvent être intéressants. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va se faire donc grep -i et on va mettre tous nos pipes dedans. Donc clac. Et pour faire des greps sur plusieurs patterns, c'est comme ça qu'on fait. On met le sync pipe là comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai mis le -e avec le sync pipe. Comme ça en fait je check tous les patterns, tous ces patterns là en même temps dans mon fichier. Clac.
Pour le coup, c'est un petit peu fastidieux, mais bon. Il n'y en a pas non plus, 150, il y en a une dizaine. Ok. Comme ça, on saura s'il y a quelque chose, qui ressort en fait, s'il y a un pipe éventuellement qui pourrait nous intéresser et être utilisable. Ok, allez, dernier. Ok, et donc on fait ça sur le fichier rpcdump. Ok. Donc on a bien des matchs. Donc là, on a des matchs sur 2 des pipes. C'est toujours les mêmes qui reviennent là, je vois. Donc nous, on a des matchs sur serveur SRV SVC et sur ATSVC. Donc déjà, ce qu'on peut faire, c'est se dire, on va se prendre un screenshot et on va le mettre, dans notre, cherry tree. Clac. Je vais le mettre ici et je vais dire, du coup, RPC dump. Et ce que ça fait, voilà, on a réussi à trouver ça. Et donc nous, SRV SVC, voilà, donc nous on a trouvé celui-ci. Service Control Manager on Server Services used to remotely start and stop services and execute command. Donc là, clairement, ça c'est intéressant puisque exécuter des commandes remotely, ça c'est le truc qu'on aime bien faire, tu vois. Voilà. Donc, ce qu'on va faire pareil, on va prendre un screenshot de ça. C'est clairement le genre de truc qu'on aime bien. Clac, on le met là. Et donc l'autre, c'est le ATSVC. Et ATSVC, qu'est-ce qu'il nous fait lui? Il est là. ATSVC, il schedule des tasks de façon en remote. Voilà, donc pareil, magnifique. Donc ça nous intéresse aussi. Hop, je le note. Ok, donc là on a des petits trucs, sympas. Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Donc là par contre, donc il nous dit voilà comment dump, voilà les pipes qui sont intéressants, mais pour le moment il nous a pas dit encore comment exploiter en fait justement ces pipes. Ok. Donc là, a priori, il y a un autre truc. Ce serait des chercheurs Airbus qui auraient trouvé un moyen d'abuser un des services. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir un petit peu ça et regarder si justement c'est pas le moyen justement qu'on cherche. Ce qu'on va faire, c'est qu'est-ce qu'il nous dit lui? Lui, il nous disait ouais, alors lui, il nous dit dans ce lien-là, il y a un gars qui utilise RPC map et non pas RPC dump pour dans un des write-up sur une box. Donc ça c'est le write-up. Ce qu'on va faire, c'est que on va check le terme RPC dump, RPC map, juste pour voir un petit peu ce que le gars fait avec. Donc il fait RPC map, NK, KN, IP, TCP plus l'IP, puis il obtient un match. Et en gros, ce match, ça dit que après, donc en gros, s'il a ce match, ça dit qu'il peut essayer d'utiliser en fait
Donc il file l'IP, adresse, à ce soft qu'on a déjà vu tout à l'heure, là, tac, que j'ai ouvert là, du coup. Il nous en parlait déjà dans Actrix, ok. Donc on va essayer de se télécharger ça. Ouais, et eux, ils parlent aussi d'Airbus. Et en gros, on pourrait voir si l'interface, en fait, a plusieurs adresses IP. Enfin, plusieurs adresses IP. Si en gros, s'il y a une IP comme ça et une IP en IPv6, quoi. Et du coup, derrière, ce qu'il fait, c'est qu'il fait un Nmap sur de l'IPv6. Et là, il découvre d'autres ports. Bon, juste pour vérifier, je pense pas que ce soit le cas sur notre machine parce qu'on serait quand même dans un truc, je pense, d'un plus haut niveau qu'une box easy, mais rapidement on va le faire parce que là on a la marche à suivre. Donc ça empêche, voilà, on peut tester. On peut tester, donc le premier truc, c'est qu'il nous dit qu'il utilise RPC Map. Donc, RPC Map, nous on a vu qu'on l'avait dans notre suite in packet. Donc on va essayer. Sudo impacket rpc map. Et donc, qu'est-ce qu'il lui file comme argument? Genre juste ça. Il file ça comme argument. Donc, on va faire ça. On va modifier par notre adresse IP. Donc, nous, c'est 10, 129, 151, 84. Est-ce qu'on a un résultat? Ok. A priori, ça fonctionne. Alors, encore une fois, il faut trouver une valeur dans là-dedans. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais faire un petit rpc map. Merde. rpc map.txt. Ok. 4 rpc map. Oui, ça marche. Du coup, on veut, nous, on veut grep une valeur en particulier, hein, je crois. Hein. Lui, ce qu'il cherche, c'est cette UID là. Hein, si je raconte pas de bêtises, c'est ça. Plus les deux lignes d'avant. Ok, donc on va faire une copie de ça, de cette valeur là. Donc nous, on veut grep. Je fais juste un petit -i par aquí. Ça sert à rien, c'est des chiffres, pas besoin. Tac, lac. Ah non, c'est des lettres aussi. Ouais. Je vais mettre un -i, on sait jamais. Des fois qu'on est, je sais pas, une version majuscule, minuscule. -i, c'est pour que ce soit, pour que notre grep il soit insensible à la casse. Hein. Et je le cherche dans RPC Map. Ok, on a un match. Nos deux lignes d'avant. Grand B pour before 2. Et donc on a bien nos deux lignes d'avant. Donc là, ça ressemble vraiment à ce que le gars voyait là. Donc, nous aussi, on a un match. Ce qui veut dire que potentiellement, on peut utiliser là, il dit le POC script. Donc, Yodix Resolver. Donc, on va essayer. Le Yodix Resolver, il y a des requirements, etc. Ok, bon, vas-y, on va télécharger carrément le dossier. Git clone, clac. cd-io là et pipe install -r requirement. Ok. Sudo peut-être? Non. Un problème là, non? Clac. Ok, already satisfied. Donc on est ok. Donc on peut le lancer. Comment est-ce qu'il lance lui? Le gars. Ok, Python 3, le script -t target vers notre adresse IP. Ok, pas de problème. Python 3. Yodix PI là. Yoxider resolve. Ouais, ok. -t et notre IP enfin cible 10.129.151.84. Est-ce qu'on trouve quelque chose? Ok. Donc a priori on n'a pas d'erreur. Retrieving network interface off machin, ok. Adresse DC et adresse
Bon, c'est la nôtre. Ok, donc là, en l'occurrence, pas d'IPv6. Je pense que ça a fonctionné, mais que simplement, nous, en l'occurrence, sur cette box, ça n'a pas de, ça a pas d'intérêt parce que là, on n'aurait pas le format IPv6. Ok, c'est pas grave. Au moins, on a testé ça, et on a exclu cette possibilité-là. Donc, on va fermer ça et puis on va passer à la suite. Ok. Donc, next, RPC tool, ok. Donc là, on se garde quand même ça sous le coude, hein, parce que c'est intéressant. Le prochain service. Donc là, on avait les RPC. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester le SMB. Donc, SMB, alors là, il y a 3 milliards de tools pour tester du SMB. Je pense que j'ai dû vous en montrer quelques-uns sur le stream. Là, on va en utiliser plusieurs. On en utilisait deux. Le premier, on va tester CrackMap exec. Celui-ci, alors comment on utilise SMB, mon IP. Ensuite, il nous faut un nom d'utilisateur, mais nous, on n'en a pas. Donc, on va le laisser en blanc. Il nous faut un mot de passe qu'on laisse en blanc aussi. Puis, on lui dit que nous, ce qu'on veut, c'est qu'il nous liste les shares. Ok, donc gros signal d'erreur. Je sais pas si c'est mon soft ou c'est... Après, je sais pas si vous vous souvenez, mais sur le... Déjà, en fait, ce qui se passait sur Nmap, Nmap, lui, quand il lançait ses scripts, il avait des erreurs. Est-ce qu'il avait les mêmes erreurs que nous? Je sais pas. Est-ce que il y a peut-être quelque chose qui bloque il y a peut-être quelque chose qui bloque niveau machine. Là, bon bah on a quelques informations. Windows 6.1, on a le build en fait. On sait que c'est une architecture x64. Ok. Name DC. Domaine active. Donc là, on est sur un DC. En gros, qu'est-ce que c'est le DC en Active Directory? C'est la tête de l'Active Directory. Donc c'est ce que dans un environnement Active Directory, le DC, c'est ce que vous cherchez à compromettre. Si vous arrivez à compromettre en fait le DC d'un AD, d'un Active Directory, en gros vous avez gagné. C'est que après vous avez accès à tout le réseau, à toutes les machines. Signing true, SMB v1 false, ok. Et là après, quand il essaye de, en fait a priori c'est quand il essaye de lister les shares qu'il n'y arrive pas. Si je lui dis blanc, enfin si je mets un espace, logon failure, ok. Ok, donc on va voir. On va essayer un autre tool. On va essayer SMB map. Donc locate smb map.py. Ah, il est là. Ok. Je vais aller le chercher là. CP. Merde. Voilà. Donc, SMB map. Donc lui, il va... c'est pareil, il va essayer de mapper. Il va essayer de mapper tous nos shares. Donc, on va commencer tranquillou. -H pour lui dire que tu attaques cette cible là. Et voir ce que ça donne. Ok. Donc là, déjà, on a des informations supplémentaires avec ce script. Donc on est bien sur active.htb. On est authentifié. On est authentifié en rien du tout, quoi. Mais on est authentifié. Et là, il nous dit, au niveau des permissions, on n'a aucune permission à part un read-only sur replication. Réplication. Ok. Sachant qu'en plus, réplication,
semble être un dossier qui n'est pas un dossier par défaut. Genre typiquement admin avec le dollar, C dollar et IPC dollar, ça c'est des dossiers par défaut. Users, alors user c'est un dossier par défaut de Windows, mais c'est pas un dossier qu'on retrouve par défaut sur SMB normalement, ni tout cela. Mais alors celui-ci, en règle générale, c'est pas un qu'on retrouve par défaut ni sur SMB, ni sur Windows. Donc on va essayer de le read. Alors il y a une fonction en fait de SMB Map qui est excellente, qui va nous permettre en fait de lire justement une certaine share, un certain dossier de façon récursive. Donc comment on va le faire? On fait donc tiret grand R pour la récursivité. Je vais lui dire la récursive sur replication. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut que je lui dise de plus? Alors oui. Alors il y a un truc aussi, c'est que en fait la récursivité de base de SMB Map, c'est 5 niveaux. Bah, on va commencer comme ça. On va commencer comme ça pour regarder. Je vais vous montrer assez rapidement. Vous allez voir pourquoi ça a son importance ici. Donc là, en fait, il nous liste tout. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, je rentre dans Replication, je liste ce qu'il y a dans Replication. Donc dans Replication, en fait, il y a un dossier active.htb. Puis, du coup, il rentre dans Replication active.htb et il liste ce qu'il y a dedans. Donc, il voit qu'il y a encore 3 dossiers. Ensuite, il va rentrer dans chacun de ces dossiers, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc là, pour l'instant, si on suit un peu le fil, il rentre là, clac, il rentre dans Private. Dans Private, il y a encore du dossier. Puis dans Policies, il voit qu'il y a du dossier. Mais là, déjà dans Private, je vois qu'il n'est pas rentré dans Conflict et tout. Vous voyez? Donc déjà, il y a un problème. Dans Policies, il est rentré dedans. Mais il rentre dans Group Policies. Ok. Il rentre dans Machine. Microsoft, il rentre dedans, ouais. Mais là, par exemple, il y a Windows NT, il rentre pas dedans. Donc là, en fait, déjà, on sait à ce niveau-là qu'il rentre pas suffisamment profond, en fait. Donc la récursive de 5, elle n'est pas suffisante. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre genre une récursive de... Donc on met def, et puis on va mettre genre 10. Ah, j'aurais dû enregistrer dans un fichier. Alors attendez. Moi, je vais le refaire vite fait, je vais l'enregistrer dans un fichier. Là, j'ai l'impression qu'il va suffisamment profond. Puisque là, il rentre bien, vous voyez, Machine, Microsoft, Windows NT, là où il rentrait pas tout à l'heure, puis SecEdit, puis voilà. Donc là, il a l'air d'aller, j'ai l'impression, vraiment au bout. Ouais, j'ai l'impression qu'il va au bout. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, on va lui dire, vas-y, enregistre le file, parce que on va faire un tri, on va faire un tri dessus. Parce qu'en fait, là, franchement, ça pique les yeux, hein. Donc, on va faire SMB, on va l'appeler smbdump.txt. Ouais, bah, forcément, il va nous le refaire. C'est pas grave. Ça pique les yeux parce qu'on a 36 fois le même dossier, une fois qu'il est affiché, une fois qu'on va dedans, etc. Et puis à chaque fois qu'il liste, on a les points, les 2 points, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ce qu'on va faire, c'est qu'on va trier ça. Donc, vous voyez, en fait, si je fais 4 SMB dump, c'est un peu triste qu'il ne fasse pas de copie locale. J'ai pas compris. C'est-à-dire, qui c'est qui fait pas de copie locale?
cat smbdump.txt. Ah ouais, mais alors là, il nous a fait un truc dégueulasse en fait. Ah ouais, non, mais moi je veux pas un truc aussi dégueulasse que ça. Donc je vais pas utiliser l'option G. Ah, récursivement téléchargé. Alors peut-être qu'il peut. Je pense que tu peux. Je pense que tu peux, mais en fait, bon, là, ça y est, on sait à peu près comment il est profond, mais j'ai pas forcément envie de tout télécharger, tu vois. Là, dans un premier temps, j'ai juste envie de lister les choses. Et ce que je vais faire, c'est que... attends, je vais vous montrer. Ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais faire... alors, smb dump.txt. En fait, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que... je vais trier par fichier et non pas par dossier. Parce qu'en fait, avec les dossiers, je vais rien pouvoir faire. Mais avec des fichiers, je vais pouvoir faire des choses. Je vais pouvoir ensuite éventuellement aller les télécharger un par un, etc. Donc là, si je fais mon cat smb dump, ok. Et donc là, encore avec un petit grep des familles, hein, comme tout à l'heure. Ce que je veux, c'est, regarde, si, en gros là, si je fais un grep sur les fichiers, donc tu vois, hein, tout ce qui est comme ça, c'est du dossier, tout ce qui est comme ça, c'est du fichier. Donc moi, je fais un grep sur tout ce qui est un fichier, sur mon smb dump, et voilà. Donc là, j'ai pas eu besoin de tout télécharger, et voilà, j'ai juste fait une copie de l'output. Puis je fais un grep dessus pour regarder ce qui m'intéresse, quoi. Du coup, en fait, à partir de là, alors, un œil averti, un œil averti voit ça et va vous dire, genre un administrateur réseau, Windows, un mec qui bosse dans une DSI à installer des postes Windows. Normalement, s'il voit ça là, tout de suite, il y a un truc qui lui attire l'œil. Maintenant, personnellement, c'était pas mon cas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris chacun des fichiers comme ça et puis j'ai dit bon bah attends, ça, en gros, ça sert à quoi? Et je me suis dit, vas-y, je le claque là et je fais genre exploit. Truc con, hein, mais. Et après, en fait, on voit. Donc là, je vois rien qui me parle spécialement. Et à un moment donné, je suis arrivé sur celui-ci. Et là, en fait, le truc, c'est que là, on a des trucs qui sont, intéressants, en fait. How to exploit group.xml. Donc ça veut dire que on peut genre exploit ce fichier d'une manière ou d'une autre. Donc déjà quand tu as un article qui parle de ça direct en premier résultat, c'est qu'il y a un loup, quoi. Et vous voyez, voilà, how to exploit. Donc et là il nous dit en fait que en fait ce truc là, ce fichier là, c'était un fichier de configuration dans les Active Directory sur une certaine version en fait. Depuis, a priori, ça a été patché, etc. Ça a été changé, mais sur une certaine version, en fait, ce fichier de configuration, il se retrouvait à un endroit dans votre bécane et quelqu'un pouvait aller le chercher et potentiellement l'exploiter. Et donc a priori, si on ouvre ça et qu'on décrypte, a priori dedans il y aurait un mot de passe. Mais là, vous voyez, le mec sur Kali Linux, il le décrypte. Ok. Ok, donc là, en fait, de cette liste... Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste dire... Tiens, bah voilà, comment on est arrivé là? Nous, on a vu cette liste-là. Clac.
C'était après l'RPC dump, donc on était sur du, c'était SMB dump plutôt. SMB dump, voilà. Et donc là, nous, ce qu'on a vu, c'est le groupe.xml. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va le télécharger lui là. Groupe.xml. Donc comment on fait? Eh ben, on refait notre récursive et on met un "-a" pour le télécharger avec le nom du fichier qu'on veut télécharger. Voilà, et là il nous dit match found, donc il a bien trouvé le pattern qu'on lui a donné. Le pattern c'est groups.xml. Et donc il est en train de downloader replication, nanana, nanana. Alors où est-ce qu'il nous l'a mis? Ok, il est là. Bon alors attendez, parce qu'il nous a fait un truc un peu, il nous a fait un pâté un peu dégueulasse là du coup. On va le renommer du coup groups, bah, son nom originel, groups.xml. Et si on cat ce fameux groups, qu'est-ce qu'on trouve dedans? Donc on trouve un format XML dans lequel on a des données, une clé de groupe, un nom d'utilisateur, active.htb slash cvc tgs, donc ça on le note. Donc ça a priori c'est un utilisateur du domaine. Le mot de passe aurait été changé en 2018. Propriété, full name, description, c'est password. Et là, on a un password qui est codé, qui est encodé, mais on a vu que dans notre petit article là, ils nous disent non mais t'inquiète, tranquillou gilou, ton truc crypté là, tu fais GPP décrypte et tout va bien. Et du coup, tout va bien se passer. Ça te donne le mot de passe. Bon, bah, on va faire pareil. Hein. Donc, nous, on a notre mot de passe. On va faire... alors, il nous a dit quoi? GPP? Ouais, c'est ça. GPP-decrypt. C'est tout. Ok, GPP-decrypt. Je vais mettre des tildes là. Ok, et il nous a décrypté, en fait, le mot de passe qui est GPP still standing strong 2K 2018 quoi. Ok. Donc on a un mot de passe. Donc on a un login et un mot de passe. Ok. Alors hello, est-ce que tu aurais des ressources à partager pour pouvoir apprécier le CTF de ce week-end? Ah, genre, eh ben, ouais, je pourrais en parler peut-être un peu à la fin. Euh, ou alors le mieux, je pense que le mieux, parce que moi, très franchement, je suis pas un gros spécialiste aux int, j'en fais un petit peu parce que je trouve ça rigolo. Mais c'est vrai que je suis pas très très chaud en OSINT. Le mieux, je pense que c'est si tu as les accès au Discord de 42, que tu mettes un petit message. Et je suis sûr que Mathilde, Will, etc., qui eux ont fait le CTF, se feront un plaisir de t'envoyer des ressources. Ouais. Tu peux t'entraîner sur HTB, il y a une partie OSINT, effectivement. Sur HTB, il y a une partie OSINT, ouais. Mais je crois que, d'ailleurs, je crois que je l'ai quasiment fini, la partie OSINT de HTB. Enfin, tous les challenges qui étaient actifs, faudrait que je me repenche un peu dessus. Mais après, la partie OSINT de HTB, je pense pas qu'elle soit ultra. Enfin, je pense pas que ce soit vraiment un niveau débutant. Il y a peut-être du plus facile ailleurs. Je sais pas. Mathilde a partagé des ressources sur Slack. Bah, Mathilde, ce qu'elle a partagé sur Slack, pour moi, c'était. Enfin, moi, j'ai vu passer en fait une liste de vidéos, je crois, mais je pense pas que ce soit de la ressource pédagogique sur l'OSINT. Je crois que c'est plutôt genre qu'est-ce que c'est l'OSINT et à quoi ça sert, non?
Ouais, je pense. Mais ouais, ouais, mais n'hésite pas à demander sur le Discord si éventuellement ils ont des petits châles pour s'entraîner ou des petits, je sais pas, quelques premiers tutos débutants. Si, elle avait mis un ancien challenge. Ah, bah ok, ok. Bah ouais, du coup, si elle a mis d'anciens challenges, regarde peut-être sur Slack, ça te donnera une petite idée un petit peu, ouais. Sur quel chan? Bah, je pense que ça doit être sur APT42, sur le chan APT42 Club. Tu sais quoi, je vais regarder vite fait là. Je vais te dire ça. Je vais te dire ça de suite. Ouais, c'est 42 Paris Club, APT42. Et ouais, exact. Elle avait partagé. Ouais, ouais, donc t'as raison, Bushi. Effectivement, elle avait partagé en fait un OSINT, GeoSINT. Alors, fais voir. Ok, elle a partagé pas mal de trucs en fait. Elle a partagé un article sur qu'est-ce que l'OSINT, sur le SOCMINT, donc Social Media Intelligence, etc. Un exemple de GeoInt, très drôle. D'ailleurs, vous pourrez en retrouver. Il y a des chaînes Twitch qui font du GeoInt et c'est vraiment bluffant. Il y a des mecs qui sont trop trop forts à ça, mais vraiment trop forts. Et ensuite, elle a partagé, je crois, aussi un lien donc sur un ancien CTF, si tu veux tester tout ça. C'est vrai que j'avais pas vu qu'elle avait partagé autant de ressources. Ouais. Yes. Et puis, si t'as fait le tour de ça, hésite pas à demander sur le Discord. Hein. Je pense que t'as pas mal de gens, pas mal de gens du bureau et des membres actifs qui aiment beaucoup l'OSINT. Donc, hésite pas à demander. Je pense qu'ils se feront vraiment un plaisir de te filer des ressources quand on aura besoin, quoi. Ok, donc nous, on venait de trouver un mot de passe. On a un login, a priori. Euh, Qu'est-ce qu'on peut en faire? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Déjà, ce qu'on peut en faire, c'est peut-être. euh, vous vous souvenez tout à l'heure, on listait les shares avec SMB, mais sans login, sans mot de passe. Donc en fait, nous, on avait accès que à Replication. Est-ce que maintenant, est-ce qu'on peut pas justement lister les shares, mais en étant, alors comment il s'appelle déjà, en étant SVC TGS. Donc on va essayer. Donc SMB map. Alors SMB map, toujours pareil, -h pour notre cible, 10, 129, 151, 84. Du coup, on aurait un utilisateur -u qui s'appelle, alors je l'ai noté dans le cherry qui s'appelle SVCTGS. Et on a un mot de passe. On a un mot de passe qui est GPP Still Standing Strong. Ok. Donc essayons comme ça. Donc là, on nous dit, donc voilà, nickel. Donc on nous dit, on est bien authentifié. Et maintenant, nous n'avons toujours pas accès à ces shares, mais nous avons maintenant accès en read-only à ces shares-là. NetLogon, Replication, voilà. Et comme je le disais tout à l'heure, il y en a certains, je les connais parce que c'est des dossiers typiques de la config classique de Windows. Typiquement users, c'est c'est là-dedans qu'on a en fait les homes, comment dire, les espaces utilisateurs en fait, les informations utilisateurs. Donc si on fait une récursive sur users, alors avec une majuscule, je sais pas s'il est sensible à la casse, mais dans le doute.
logiquement, on devrait pouvoir s'authentifier donc avec notre utilisateur, puis faire une récursive. Voilà. Et alors là, ben, voilà. Donc là, on a dans Users, notre utilisateur desktop, on a le premier flag. Donc on est clairement sur la bonne voie. Hein. Users.txt. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme tout à l'heure. Alors déjà, je vais en profiter. Tout de suite, je grabe. Enfin, je prends le user.txt et je le télécharge. Et ensuite, je vais juste rechecker users, mais avec une récursive plus grande. Que je vais enregistrer dans un usersdump.txt. Et encore une fois, je vais faire un tri au niveau des fichiers, non pas des dossiers, pour y voir un petit peu plus clair et se dire, attends, est-ce qu'il y a des choses auxquelles j'ai accès en lecture qui peuvent me donner des informations supplémentaires. Donc, on va faire grep-i sur les fichiers dans user dump. Ok. Là, on a la liste des fichiers. Et là, on a... Ok, en l'état, on n'a rien d'intéressant. Ok, en l'état, on n'a rien d'intéressant. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va passer entre guillemets à l'exploit à proprement parler. Là, ce qu'il faudrait que... Alors, j'ai mis de côté des petites ressources qui vont nous servir, en fait, sur Kerberos. Un site, je vous conseille fortement d'aller y jeter un petit coup d'œil, Akendo, où vous allez trouver plein d'articles en fait autour de l'Active Directory et de la manière à la fois de le hacker et de le protéger. Les différentes misconfigurations, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on peut y faire. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va pas spécialement rentrer dans le détail, on va survoler un petit peu et puis le fonctionnement et puis on va l'exploiter pour la box. Donc Kerberos, comment ça fonctionne? Pourquoi j'ai pris ce lien là? C'est parce qu'il y a un truc que j'ai trouvé, le gars a fait un truc vraiment excellent là au niveau de l'utilisation de comment fonctionne en fait comment ça fonctionne Kerberos. Donc en gros le client c'est nous. Le KDC, donc c'est le serveur qu'on est en train d'attaquer. Et ensuite, il y a un service A, par exemple, auquel on veut accéder. Ce qui va se passer, c'est que nous, comme client, on va dire qu'on veut un service en fait au serveur. Le serveur, il va nous dire, bah attends, moi j'ai besoin de vérifier ton identité. Donc il va Donc là, on le voit pas, mais il y a un échange supplémentaire. Mais attendez, d'ailleurs, je pense que j'ai un autre... je dois avoir, en plus de ça, une autre image. Ah bah non, je l'ai même pas là. Ah ouais, c'est dommage. Je l'ai pas là. Bon, c'est pas grave. En gros, là, il y a une vérification d'identité qui dit, ok, qui es-tu? Ok, tu es bien la bonne personne. Donc, voici un ticket. Puis, ce ticket, donc ça, on appelle ça un TGT. Puis ce ticket-là, on va qui dit, bah moi je suis un utilisateur identifié par Kerberos. Et en fait, ce ticket-là, ensuite, je vais l'utiliser et je vais dire au service, je vais dire, tiens, service, s'il te plaît, moi je veux ton service et regarde, j'ai un ticket qui dit que je suis authentifié. Et lui, le service, il va faire une vérification du ticket, il va dire,
ah bah en fait, ce ticket-là, est-ce qu'il a le droit d'accéder à mon service, oui ou non? Voilà. Au niveau de ce fonctionnement-là, il y a un truc qui est intéressant et qu'on va exploiter en fait sur cette bécane, ou en tout cas qu'on va tenter d'exploiter sur cette bécane. Mais à chaque fois que je clique, voilà, c'est relou. On va aller sur une autre page, clac. On va faire du Kerber hosting. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que il y a certains serveurs en fait, quand vous allez être donc là typiquement, nous on a vérifié qu'on était un des utilisateurs. Donc on va refaire un niveau de vérification, mais nous on est un des utilisateurs, donc potentiellement on peut avoir un TGT. Et en fait, ce qui se passe, c'est que en tant qu'utilisateur, du coup, on va pouvoir faire une demande pour dire tiens, on voudrait accéder à ces services-là. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que le serveur, s'il y a un problème de configuration, je vous laisserai lire. De toute façon, je vous donnerai toutes les ressources et puis vous pourrez lire un peu plus en détail. Là, on va pas rentrer dans le détail. Mais en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire moi, je veux accéder à des services. Et lui, en réponse, le serveur, à cause de d'un défaut de configuration, il va nous dire bah, ce service-là, il y a tel utilisateur, alors c'est toi ou c'est un autre, qui peut y accéder. Et en gros, voici comment il y accède. Et il va nous donner en fait, un exemplaire. Il va nous donner un pass crypté. Et en fait, dedans, si on arrive à le décoder, il y a le mot de passe de l'utilisateur en question. Bon, ça, c'est pour la théorie. Je l'explique pas non plus ultra bien, mais vous pourrez aller lire l'article. Le mieux, je pense, c'est que je vous montre les étapes et qu'à chaque étape, on explique un peu. Donc le premier truc qu'on va essayer de faire, c'est donc vérifier les utilisateurs sur ce DC. Donc pour vérifier les utilisateurs sur ce DC, on va encore une fois utiliser la suite ImPacket. Et cette fois, on va essayer de voir les... Donc on va utiliser getAdUser qui va nous permettre de voir les utilisateurs. Donc on va lui dire option all sur active.htb. Moi je suis l'utilisateur qu'on a. Sur la DCIP, donc nous hein, c'est un DC hein, qu'on a en face de nous. Donc l'IP de notre cible, c'est la DCIP. Donc en gros, liste-moi, s'il te plaît, liste-moi les users. Donc lui, il me dit, ok, éventuellement, je vais te lister les users, mais il faut que tu me donnes ton mot de passe. Ça tombe bien. J'en ai un. Nickel. Donc là, ce qu'il me dit, c'est que au niveau des utilisateurs, en fait, il y a administrateur, guest, KRGBT, KRBTGT et nous. Ok? Donc là, on a vérifié qu'on était bien un des utilisateurs. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est que ça, on va se prendre un petit screenshot parce que c'est intéressant pour nous de garder quelque part la liste. Donc on va appeler ça, c'est Kerber Hosting. Je sais pas si c'est comme ça, ouais, si c'est ça. Ok. Donc, on va faire ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que nous, on est donc bien un utilisateur, et on va essayer de dire au DC,
vas-y, dis-moi qui a le droit d'utiliser tes services. Et en réponse, s'il te plaît, donne-moi ton fameux ticket là, qui est crypté. Donc, encore une fois, on va utiliser Impacket, sudo Impacket get user, voilà, SPNS. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a à lui donner comme option? Donc, active.htb, le nom du domaine, slash qui on est. Ah ouais, d'accord. On va le copier comme ça. Puis, notre mot de passe. Donc, 2 points. Le mot de passe de l'utilisateur. Puis, on va lui dire -dc IP. Ok. Et fait une request. Nickel. Et là, à cause de cette misconfiguration, il nous répond quelque chose qui ne devrait pas nous répondre. Et là, en fait, il nous répond, enfin, qui ne devrait pas nous répondre. Là, ce qu'il nous répond, c'est moi, en fait, il y a l'utilisateur administrateur qui a accès à l'un de mes services. Et en fait, il a accès à l'un de mes services grâce à ce ticket. Alors lui, il dit, moi, de toute façon, ça, je peux te filer l'information, puisque de toute façon, ça c'est dedans, il y a le mot de passe et qui est crypté. Donc toi, tu l'auras pas. Sauf que nous, on va essayer de le décrypter. Et donc là, en gros, si le mot de passe de l'administrateur est pas suffisamment fort, on aura accès au DC. Donc ça, on va se le copier. Je garde une copie ici du mot de passe. Enfin, du mot de passe crypté. Et donc ça, on va se le mettre dans vimh.txt. Je l'ai bien? Ouais, ok, je l'ai. Et là, par exemple, il y a un truc, il y a name the hash. En fait, c'est un petit soft que j'utilise souvent. En gros, vous lui filez un hash et lui, il va vous dire ce que c'est comme hash. Donc là, par exemple, si on lui passe notre hash, vous voyez, name that hash. Donc, vous pouvez le retrouver sur GitHub. C'est assez pratique. Donc lui, il lit notre hash et il nous dit, ouais, c'est un Kerberos 5 TGS rep. Donc c'est une réponse TGS Kerberos. Donc c'est bien ça. Et ça, en gros, il nous dit, tu peux le craquer sur H4 avec le format 13003 ou tu peux le craquer avec John the Ripper avec le format Kerberos 1 TGS. Ok, cool, merci. Voilà, et donc used in Windows Active Directory. Trop pratique ça, vraiment trop pratique. Du coup, on va se le craquer tranquillou. Hein. John. Après, en vérité, là, on va voir si on a de la chance et si le mot de passe est faible. Si le mot de passe est fort, vous pourriez y passer là, en l'occurrence, des heures. Hein. Voilà. Mais on va tenter quoi. John, donc word list égale, donc les word list, on va utiliser la ROQ, elle est en user share, word list, ROQ, ok. Et puis du coup, vu que name.hash nous a donné le format, on va faire -format égal, et il nous a dit c'est ça le format. Clac.
On lance John. Euh, et je lui dis, bah vas-y, crack h.txt. Et là, il se lance. Et on va voir s'il nous le trouve rapidement. Je vais raligner un peu les fenêtres et ça y est, c'est fini. Donc là, il a trouvé le mot de passe. Donc le mot de passe, c'est Ticketmaster 1968. Donc mot de passe relativement faible. Et puis surtout, il devait être, je suppose, dans la liste Rock You, pas trop loin, quoi. On est dans un CTF, hein, donc enfin une box CTF, donc voilà quoi. Mais concrètement, vous pourriez avoir même, allez, je sais pas, un truc un peu plus long. Si derrière vous avez la puissance de calcul qu'on peut trouver aujourd'hui en cracking de hash, ça se fait, hein, ça se fait bien. Donc là, donc nous, on a réussi à décoder le mot de passe contenu dans ce TGS, dans cette réponse TGS, qui est pour administrator. Donc moi, je sais que administrator, son mot de passe, c'est Ticketmaster. Donc on va le vérifier. Alors là juste pour ceux qui connaissent pas trop comment on craque du hash, là il y a John, voilà, je l'ai fait avec John. Si vous préférez H4, donc là c'est pareil, sudo H4. Moi en règle générale je préfère H4, mais parfois John sur des petits trucs comme ça va très très vite. Donc mais pour des hash qui demandent vraiment de la ressource, du temps, etc., je préfère utiliser H4. Donc là, typiquement, on ferait H4-M, puis bah, justement le code du format que nous a donné tout à l'heure NameDataH, puis on lui donne à manger le h.txt. Là, en fait, on a les options d'attaque. Donc là, nous, ça va être par wordlist qui est en user share wordlist queue. Le truc, c'est que après moi, vu que je suis sur ici une VM, je le mets en force-potfile. Disable. Ça y a pas forcément besoin, c'est parce que moi je suis sur la VM, c'est comme ça que je le fais. Et Tiro cracked. Je le mets toujours je mets le résultat dans un fichier cracked. Il se lance et normalement en quelques secondes aussi il va le craquer. Donc typiquement ouais bah ça y est. Et ça y est, c'est craqué là. Et il a mis plus de temps à se préparer qu'à le craquer à le craquer vraiment. Faudrait quoi comme ressource CPU? Bah en fait ça va être plutôt de la ressource GPU qu'il va te falloir. Là en gros, si tu veux te faire un bon truc, maintenant en fait avec la puissance de calcul que tu peux trouver dans le cloud, t'as moyen de te faire des trucs vraiment excellents. Si tu veux te pencher là-dessus, en fait, t'as un projet. Comment il s'appelle? Attends, je vais te trouver ça. Tu vois. Il y a un truc qui est vraiment bon. C'est H4 serverless. Fais voir si c'est celui-ci. Il y a un mec. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Il y en a plus. Il y en a plus que, il y a plus que celui-ci, mais celui-ci déjà, il envoie du bois. Donc en gros, c'est une application serverless. Donc ça, c'est un script. Ça va te permettre de setup
un environnement serverless avec AWS. Et en plus, le truc va te dire en gros, selon la force des hashes que tu veux craquer, etc., la longueur de tes listes et tout ça et tous les setups, en gros, il va te dire combien ça va te coûter en fait. Euh, D'utiliser de la puissance de calcul, mais genre. Alors là, il fait quoi par exemple? Enfin, il va te dire combien ça te coûte d'utiliser la puissance de calcul. Ce qu'il fait, c'est que il utilise la puissance de calcul de AWS et il le fait en mode ultra vénère. Tac. Où est-ce qu'on le voit? Ah, là, on voit comment il setup son profil. Tu as AWS et tout, mais enfin, voilà, vous irez voir, hein, t'as plein de projets comme ça qui foisonnent sur Internet, alors que ce soit en serverless ou pas, mais en gros, t'as plein de trucs, donc là, aujourd'hui, le mieux, c'est tu te setup un truc genre AWS ou Google Cloud et je parle de ces boîtes non pas parce que je les préfère, mais tout simplement parce que c'est ceux qui proposent la puissance la plus flexible en fait. Euh, Bah alors en gros faut utiliser des ressources cloud. Ouais, ou alors non. Après l'autre solution c'est d'utiliser un rig. L'autre solution, c'est tu utilises un rig à la maison, mais l'investissement est pas le même en fait. C'est ça le truc. C'est-à-dire que, en gros, là, si tu as quelques haches et en plus pas forcément des haches de folie à craquer de temps en temps dans le cadre de CTF, moi je t'engage, enfin, moi je préfère le faire sur le cloud. Sachant qu'en plus, en tant qu'étudiant, etc., on a quand même pas mal de, on peut choper quand même pas mal de réductions, etc. Et puis que en fait la puissance de calcul dans le cloud moi je trouve qu'elle coûte vraiment pas cher. Donc, moi je préfère faire comme ça. Maintenant si t'as je sais pas attends on va regarder le prix. Hash cracking rig. Mais là, là sinon, après, c'est un petit investissement peinardos de 20-25K. Et puis tu te mets ton rig de hashing à la maison, quoi. Enfin, de cracking plutôt de hash à la maison. Bon, s'il veut. Donc là, déjà, tu vois, tu tapes H4 serverless pour le genre tout ce qui est dans le cloud. Et sinon, donc là, par exemple, dans les rigs, enfin là, t'as des trucs n'importe quoi. Je sais pas si on peut le voir là, mais c'est des trucs. Mais ça se légitime par exemple si t'as envie d'avoir un investissement. Alors je sais pas si on le voit là, The Build. Ouais, tu vois là, ils build des trucs monstrueux les mecs là. Mais bah, quand t'es une boîte de sécu, typiquement t'as pas spécialement envie que les haches se retrouvent en fait sur une plateforme cloud. Tu préfères le garder en interne pour la confidentialité de tes clients. Donc en fait, là, je pense qu'en interne, tu préfères avoir genre un gros rig qui va craquer du mot de passe, quoi, plutôt que de mettre ça dans le cloud. Le serverless est à privilégier. Bah, pour l'utilisation que nous on peut en faire en tant que se formant à la cybersécu, en faisant des CTF, etc. Oui. Maintenant, si demain tu es un professionnel de la cybersécu, que tu montes ta boîte enfin, que tu as ta boîte, etc., je suppose que le rig est plus à privilégier, oui. Parce qu'en fait, tu as le contrôle de. Enfin, t'as pas de. Là, pour le coup, t'as pas le problème de fuite de données de mettre les choses en ligne, quoi. Donc, donc voilà, quoi. Mais l'investissement, il fait mal aussi, quoi. Après, si t'en as grave l'utilité tous les jours, parce que t'es une boîte de sécu, bon bah 25 000 euros, finalement, enfin c'est quoi. C'est pas non plus, je sais pas, c'est pas grand chose quoi.
à l'échelle d'une boîte de sécu, bien sûr. Donc nous en tant que petits étudiants, tu vois, si t'en as pour, je sais pas, vraiment un truc. Et encore, là, ils te disent genre 2 3 4 5 dollars. Je pense que c'est vraiment pour des trucs qui sont bien compliqués, quoi. Pour des trucs qui sont bidons, t'en as pour rien. Ça se trouve, ça te coûtera zéro. Ça te coûtera juste zéro, quoi. Voilà, c'est à étudier, hein. Il y a plein de solutions. Après, la plupart des trucs que tu auras sur Hack the Box, vu que le but du jeu, c'est pas de brute forcer, tu peux quasiment tout craquer là dans une. Tu vois, là, je suis dans une VM, quoi. Donc, enfin, ça se. Mais c'est parce que le but n'est pas de craquer le truc, le but est de comprendre le procédé. Mais voilà, quoi. Ok, donc on continue. Du coup, bah, on vient de craquer le mot de passe a priori de l'administrateur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de confirmer et de se connecter avec son mot de passe. Donc, bah là, plusieurs choses qui vont nous permettre de voir si on a bien les autorisations. Euh, alors, il y a un site que j'avais trouvé, tiens, que je vais vous montrer. J'ai trouvé assez intéressant. C'est un mec, bah, c'est les notes, hein, d'un mec. Et le gars, il nous disait que, en gros, sous Windows, il y avait avec la Impacket Tool, avec la suite Impacket, il y a plusieurs types de connexions qu'on peut essayer. Et en fait, ce que j'avais trouvé intéressant ici, alors, il y a le classique PSExec. Clairement, c'est ce qu'on fera à la fin, histoire de naviguer. Mais en gros, PSExec, ça va vous faire pop un shell et nickel, quoi. Mais là où je trouvais ça intéressant, c'est que, je sais pas si vous vous souvenez, mais tout à l'heure, en fait, Decom exec et Atex exec, par exemple, AT exec, euh, ce qui nous dit là, c'est que le target machine throw de task scheduler service et return le output de la commande. Bah en fait, c'est trop marrant parce que c'est ce qu'on a testé au tout début avec le RPC dump. En gros, là, vous vous souvenez, là, RPC dump, il nous disait, bah tiens, t'as ce pipe et ce pipe AT serveur. Et là, le AT, le task scheduler, en fait, lui, le truc ce script de InPacket, il va utiliser justement ce truc-là pour pouvoir exécuter des commandes. Donc, bah, en fait, on va l'essayer parce que c'est drôle. Donc, sudo InPacket. Et du coup, c'est AT exec. Et alors, le format, ça va être donc, bah, comme d'hab, active.htb, enfin, comme tout à l'heure, je veux dire. Du coup, ici, on n'est plus l'autre utilisateur. Maintenant, on essaye de se connecter en administrateur. Ouais, c'est ça. Administrateur. Et deux points, le mot de passe qu'on a crack. Tranquillou gilou. Il est là. Bim. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? L'adresse IP, donc at 10.129.151.84. Et faut qu'on lui demande une commande à exécuter, genre who am I? Et donc là, il exécute. Try running again, it may work. Ok. Ok, ouais, c'est ça. Donc, je sais pas pourquoi, mais et du coup, ça marche. Ça marche puisque on a bien le rendu de la commande qu'on vient de taper. Ou am I? Je suis NT Authority System. Donc, j'ai maintenant, je peux exécuter des commandes sur le système. Donc, voilà, c'était juste pour le fun d'utiliser ATExec. Ce qu'on va faire, c'est on va faire un sudo donc InPacket PSExec. Et là, c'est exactement pareil, sauf que clac. Sauf que là, on va pas lui demander d'exécuter une commande, on lui dit vas-y pop un shell.
Et voilà le shell. Et là, je suis Who am I? NT Authority System. Et j'ai le shell sur la bécane. Et en fait, là, je suis connecté donc en administrateur tranquillement avec mot de passe logging administrator et mot de passe de l'administrateur. Donc là, user, cd administrator. En général, les flags sont dans desktop. Ah, je vous avais pas montré d'ailleurs tout à l'heure, on l'avait récup, hein, au fait, le flag user. Hein. Il est là. Je monte pas le flag user comme d'hab, mais si je fais un WC, il nous dit 34, et c'est ça. C'est qu'il doit y avoir un caractère de plus, d'habitude c'est 33 le flag. Mais voilà, on a bien le flag hein, qui est là. Donc là cd desktop et là on a bien le route. Alors là encore une fois je vais pas faire donc là on voit c'est 34 bits donc je vais pas l'afficher hein, c'est pas le but de filer les flags les flags comme ça mais si on fait un copy route.txt en apt42.txt, on voit bien que j'ai pu copier le fichier route en apt42 qui font bien la même taille, etc. Donc j'ai bien les droits de lecture dessus. Donc là, on a gagné, on a le flag user, on a le flag route, on est administrateur sur le serveur. Je vais vous montrer un dernier truc. Il est quelle heure 22h30. Ouais, je vais vous montrer ça vite fait. Donc, en gros, là, ce qu'on a fait, c'est que on est passé donc par le système de TGS que je vous expliquais tout à l'heure. Et donc, vous pourrez aller voir par exemple sur Hackendo, qui est un site, un blog qui est vraiment bien fait là-dessus, histoire de creuser un petit peu le pourquoi, du comment ça fonctionne, etc. Mais il y a une autre manière qu'on aurait pu on aurait pu faire différemment. En fait, on aurait pu utiliser un soft qui s'appelle Kerbrut. Je vais vous montrer. Je ne l'ai pas montré parce que c'est comme son nom l'indique, c'est du brute force, mais encore pire que ce qu'on a fait là quoi. Donc locate Kerbrut. Ah ouais, faut que je l'upload. Où est-ce que je l'ai mis alors, cp /home Kali pentest Kerbrut. Ouais, il est là. Ok, et ensuite, comment je l'utilise? Je fais Kerbrut. Et je brute force par exemple sur brute user. Alors Kerbrut par exemple, je peux lui filer des mots de passe que j'ai déjà trouvés sur d'autres bécanes, etc. Au fur et à mesure que j'avance sur la reconnaissance de mon réseau et de mon Active Directory. Et en fait, je mets mes users à chaque fois, tac, j'implémente tous mes users que j'arrive à trouver selon les bécanes, que j'arrive à pirater, jusqu'à ce que j'arrive à pirater le DC. Hein, et tous les mots de passe que j'arrive à trouver, c'est pareil. Je les mets de côté. Je fais une belle table de mots de passe là-dessus avec si on voit qu'il y a des mecs qui ont toujours, je sais pas, une date, genre 1999, 2000 et ainsi de suite. Bon bah, on met les dates, des dates plus récentes, etc. On se fait une belle table et ensuite on fait un joli brute force avec Kerbrut quoi. Et là, donc, ce qu'on peut faire, c'est on va faire un Kerbrut sur un brute force sur un user. Celui qui nous intéresse, c'est administrateur. Et là, juste, je le fais parce que je sais qu'il est dans RockU, puisqu'on a réussi à craquer le mot de passe tout à l'heure. Donc, je donne le DC, active.htb. -d, donc c'est pareil, c'est active.htb. Je lui donne
ma word list, donc user share word list rockU, comme tout à l'heure. Puis je lui dis, bah moi l'administrateur enfin pas l'administrateur, le user que je brute force, c'est administrator. Et là, bah, je vais vous le mettre en verbose juste pour que vous voyez. Et je lance le truc et boum. Et là il est parti en mode brute force. Donc là on le voit, il est parti en mode brute force sur administrator @active.htb et là en face tous les mots de passe. Donc là ça peut durer très longtemps, mais si on fait juste un petit test, ce qu'on va faire c'est qu'au lieu de lui filer rockU et puis qui pourrisse tout, on va juste simuler et dire on va faire copy, on l'a le mot de passe nous de toute façon, donc je fais vim genre test.txt, je mets le mot de passe dedans, clac clac, et je refais la même commande, mais à la place de dire bah vas-y craque-moi ça avec rockU, craque-le-moi avec test. Et là, boum, il fait ses essais, il se connecte au DC et il me dit j'ai un valide login pour administrateur @active.htb et le mot de passe qu'il aura trouvé. Et donc en fait, on aura très bien pu en fait tout à l'heure laisser tourner car brut et trouver le mot de passe comme ça. C'est une autre des manières. C'est un peu moins élégant, on va dire. Même si tout à l'heure c'était pas pas super élégant non plus, mais là c'est encore plus bon quoi. Mais voilà, c'est une autre manière de procéder sur la box quoi. Donc voilà. Les ressources, elles sont toutes disponibles. Je vous ai montré pas mal de choses du coup pendant le stream. Ouais, élégant. Ouais, c'est ça, voilà. Non, il n'y a rien d'élégant dans ce qu'on a fait ce soir, hein, mais voilà quoi. C'est une première approche, on va dire, de comment faire une box sous Active Directory en facile, en se prenant pas trop la tête et en faisant un petit bruit de force à droite à gauche. Voilà. On sera peut-être amené. Alors, pour le coup, nous, dans cette série OSCP, on ne sera pas spécialement amené à faire de l'Active Directory. Pourquoi ? Parce qu'en fait, de l'Active Directory, il n'y en a pas dans l'examen de l'OSCP. Dans le cours de l'OSCP, qui s'appelle le PWK, c'est le cours de préparation à l'OSCP, il y en a de l'Active Directory. Dans le lab de training, il y en a de l'Active Directory, mais à l'examen, il n'y en a pas. Donc en fait, en règle générale, les gens s'intéressent en fait souvent à de l'Active Directory après avoir passé l'OSCP quoi. Donc vont creuser par exemple des certifications un petit peu plus spécialisées en Active Directory parce que c'est quand même plus de 95% de ce que vous retrouvez en entreprise. Mais une fois que vous avez, j'ai envie de dire, le socle de connaissances et de méthodologie et de culture générale en cyber que peut vous apporter en fait l'OSCP, derrière vous pouvez très bien aller creuser du spécifique Active Directory, soit avec une autre certif, soit en vous prenant par exemple un lab spécifique Active Directory. Pourquoi il n'y en a pas de l'AD en fait sur le lab OSCP? C'est parce que le lab OSCP c'est 5 machines. Et en fait, pour faire un environnement Active Directory intéressant, il faut déjà de base un certain nombre de machines. Typiquement, là, aujourd'hui, une machine qui est un DC, c'est pas... voilà, c'est intéressant pour nous en tant que tout débutant et connaissant pas spécialement l'AD, mais en vrai, une seule machine en Active Directory, c'est pas du tout intéressant. Et donc en fait c'est pour ça que ça demanderait à Offensive Security sur l'OSCP de faire un truc bien plus en fait un examen bien plus long. Et donc je pense que c'est pour ça qu'ils veulent pas pour le moment. Peut-être qu'ils passeront le pas un jour, mais aujourd'hui c'est pas le cas quoi. Donc voilà, donc nous on ne sera pas spécialement amené à faire de l'AD dans cette série là. Par contre sur la chaîne
soit moi, soit d'autres personnes d'APT42 vous montreront des environnements AD et on essaiera même de monter des ateliers dans des environnements AD avec APT42 pour vous faire découvrir ça parce que c'est, comme je le disais, c'est plus de 95% du boulot d'un pentester en fait. Donc c'est important de vous former là-dessus et le but d'APT42 c'est quand même de vous donner le maximum de connaissances professionnelles, on va dire. Et donc euh, si vous voulez faire du pentest de façon professionnelle, il faut connaître l'AD. Voilà. Voilà, bah, j'espère qu'en tout cas cette petite introduction, on va dire au Box Active Directory vous a plu. Comme d'habitude, je vais vous mettre donc les notes à disposition sur le Discord. N'hésitez pas à aller les voir parce que justement, je vais vous donner toutes les ressources, que ce soit les liens Akendo, que ce soit les liens vers les différents sites que je vous ai montré, les différents schémas en fait. Si vous avez envie de comprendre comment fonctionne l'environnement, qu'est-ce que c'est que le TGT, le TGS, Kerberos, et comment ça s'exploite et pourquoi il y a pourquoi on exploite des problèmes de configuration là-dedans. Et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire justement après pour éviter ce type de misconfiguration. Voilà. Il y a tout dans les docs que je vais vous donner sur le Discord. Voilà. Donc n'hésitez pas. La semaine prochaine, je sais pas ce qu'on fera comme box. Si je sais. Si je sais. Je sais tout à fait. On fera IRCT. IRCT. IRKED. IRKED. La box IRCT. C'est une box easy. Linux. Je pense que c'est pareil, on n'en aura pas pour très très longtemps. De toute façon, il y a des choses que... Enfin, après, vous me dites, hein, bien sûr, dans le chat, s'il y a des choses que vous voulez que j'explique un petit peu plus, mais maintenant, vu qu'on est un peu avancé dans la série, il y a des choses, je vais essayer de passer dessus. Hein. Vous avez vu, des fois, là, il y a des trucs, j'accélère un peu, et je vous laisse plus aller voir la documentation parce qu'il y a des choses qui sont plus intéressantes dans les blogs que de vous faire un cours magistral là. Donc sur les box, on va essayer d'activer un petit peu quoi. Donc on fera IRCT, Inbox Linux vendredi prochain, toujours 21h, hein, comme d'habitude. Bah voilà, j'espère que ça vous a plu ce soir. N'hésitez pas hein, à me renvoyer des petits messages, que ce soit sur le Discord, sur le Slack. Bah, moi je suis disponible n'importe quand, il n'y a pas de souci là-dessus. Si vous avez besoin de ressources. Et puis, alors je sais pas si je serai là ce week-end pour le CTF. J'essaierai peut-être si je peux filer un petit coup de main à droite à gauche aux teams qui font le CTF sans bien sûr donner de réponse ou quoi que ce soit quoi, mais si je peux vous orienter vers des petites ressources ou vous débloquer durant le week-end, ça peut être intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire au CTF OSINT et puis à essayer ça ce week-end parce que vous allez voir, franchement c'est marrant. Moi je l'ai fait il y a 2 semaines et alors je n'ai pas tout fini, mais je me suis bien marré quoi. Franchement, je me suis bien marré. Et franchement, enfin, le niveau, vous pouvez y aller avec n'importe quel niveau parce que moi, je vous dis, je suis pas chaud du tout en OSINT. J'ai fait et puis en plus, bah, vous voyez, moi le week-end, je suis en famille avec les enfants, etc. Donc, j'ai pas non plus beaucoup de temps à dégager pour les CTF. Et j'ai réussi à faire, on va dire, je pense 80% du CTF, hein, facile. Donc pendant le week-end. Donc n'hésitez pas vraiment à vous inscrire. Vous allez vous marrer quoi. Voilà. Bah, du coup, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Et puis, je vous dis bah, peut-être à ce week-end pour ceux qui font le CTF. Et puis sinon, à mercredi prochain pour une nouvelle box à 21h, mercredi 21h. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous et une très bonne semaine. Ciao.